Je me présente, je m'appelle Sylvain Claron. Ce que n'a pas dit Anza de formation, je suis physio, enfin kinésithérapeute, physio-ostéopathe du sport. Et pendant les 20 premières années de ma vie, en fait, j'ai accompagné des sportifs et des athlètes de haut niveau, notamment en Ligue 1 et en Top 14 en France. Pour ne pas le citer, comme mon nom ne l'indique pas, Caron, je suis corse, je suis bastiais, fier de l'être. Et donc j'ai accompagné le Sporting Club de Bastia, et puis après Montpellier, et puis Montpellier Héros Rugby Club. Et puis j'ai accompagné bon nombre de sportifs et d'athlètes de très haut niveau, jusqu'au niveau mondial, et en usant de clés. Et s'il y a bien un domaine, s'il y a bien des gens qui nécessitent d'être pour pouvoir performer, qui nécessitent d'être dans le bien-être, ce sont bien les sportifs. Parce qu'un sportif, dès lors qu'il est en mal-être, que ce mal-être soit physique, physiologique ou émotionnel, le sportif tout simplement va contre-performer et ne pourra pas être à 100% dans ce qu'il fait. Il en est exactement de même. Ces clés qu'on utilise pour les sportifs, pour les athlètes de haut niveau, sont exactement les mêmes pour monsieur, madame, tout le monde, pour un manager, pour un collaborateur, etc. Donc, je suis de formation kiné-ostéopathe. Après, j'ai commencé à m'intéresser au consulting. J'ai commencé à accompagner des grands groupes à l'international en consulting. J'ai écrit, bien sûr, des livres. Notamment dans l'accompagnement de ces grands groupes, j'ai commencé à intégrer la dimension, on va dire, holistique, humaine, que, bien sûr, quand j'intervenais au départ, on me faisait intervenir en tant que kiné-ostéopathe, donc sur des items tels que les TMS, la prévention des troubles musculo-squelettiques, ce que beaucoup d'entre vous connaissent, le geste, la posture, tout ça, ce qui est la base des kinésithérapeutes, des physio-ostéopathes. Mais avec mes formations en coaching, en technique cognitivo-comportementale, en PNL, en psychobiologie, des DU en nutrition aussi, en posturologie, j'ai commencé à intégrer l'humain sous une dimension, on va dire, plus globale, plus holistique, et à faire les liens entre la physiologie, la neurophysiologie, tous les schémas neuro-émotionnels, jusqu'à la spiritualité. Et quand je parle de spiritualité, attention, entendez-nous bien, je ne parle pas de religion, hein. Je parle de spiritualité intrinsèque, c'est-à-dire la notion d'amour, la notion de lien à l'autre et à ce qui nous entoure. Et donc, j'ai commencé, je me suis dit, mais pour pouvoir être dans ce lien d'amour, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même, ce qui paraît absolument logique, c'est-à-dire se respecter émotionnellement et se comprendre émotionnellement. Mais comment se comprendre et se respecter émotionnellement si on passe son temps à se maltraiter physiologiquement? Et pour citer une phrase, parce qu'on est, bien sûr, et tous, dans nos schémas de vie, on est dans ce schéma un petit peu de déresponsabilisation. Et j'adore une phrase du Dalai Lama qui dit l'important dans la vie, c'est pas tant ce qui nous arrive, c'est la vision que l'on a de ce qui nous arrive. Et j'ai changé cette phrase, pour la transformer en ce qui est important dans la vie, c'est pas tant ce qui nous arrive, c'est la capacité que l'on a de pouvoir s'adapter à ce qui nous arrive, et donc la vision que l'on en a. Et cette capacité d'adaptation, c'est elle qui va faire qu'on est capable de performer ou pas. C'est elle qui va faire cette capacité d'adaptation, qu'on fait des pathologies ou pas. C'est elle qui va faire qu'on est bien dans sa tête ou pas, qu'on est stressé ou qu'on est zen, qu'on est tout simplement heureux ou qu'on est malheureux. C'est pas ce qui nous arrive, c'est la capacité qu'on a de pouvoir s'adapter à ce qui nous arrive. Et que ce soit dans le milieu du sport ou dans le milieu de l'entreprise, il en est exactement de même. Très souvent et trop souvent, les gens me disent, quand je fais des interventions sur gestion du stress, gestion des conflits, etc., les gens me disent mais moi ça va, dans ma vie tout va bien, je ne suis pas stressé. C'est l'autre là, c'est la grande blonde là, qui me stresse. Oui. Alors tout de suite je dis bah non. En fait la grande blonde elle est que le presse-agrumes. Je m'explique, si vous prenez un fruit et que vous le pressez, il ne va sortir de ce fruit que ce qu'il y a dans le fruit. Il ne sortira jamais autre chose. Si vous pressez une orange, il ne sortira jamais autre chose que du jus d'orange. C'est exactement la même chose avec quelqu'un. Si on le prend et qu'on le met sous pression, il ne sortira de cette personne que ce qu'il a en lui, enfin du moins en elle. Et s'il sort du stress, s'il sort du mal-être, s'il sort du mal-être, des inflammations, ou quoi, ou qu'est-ce, c'est que ce stress, ce mal-être, ces inflammations, la personne l'a déjà intrinsèquement en elle. Et les autres, les événements, les situations extérieures,
les crises sanitaires qu'on peut vivre pendant 2 ans, etc., ne sont que le stress agrume. Ce qui va faire que quelqu'un réagit d'une façon ou d'une autre, c'est pas ce qui lui arrive, c'est comment il est intrinsèquement déjà intérieur. Et là, la capacité d'adaptation, cette fameuse capacité d'adaptation, va être déterminante et va faire que, elle va radicalement changer la vision que l'on a de ce qui nous arrive et de la vie que l'on a. D'accord ? L'être humain est construit sur un système pyramidal. On connaît pour mon nombre la pyramide de Maslow. Là, je vais vous parler d'une pyramide un peu différente, la pyramide bouddhiste. La pyramide bouddhiste, elle est sur 3 niveaux. Et le premier niveau de cette pyramide, c'est notre physiologie. Le deuxième niveau, ce sont nos schémas émotionnels, comment on va réagir émotionnellement aux choses. Ce qui va faire émotionnellement qu'on est dans le bien-être ou dans le mal-être. Ce qui va faire qu'on s'adapte ou qu'on désadapte par rapport à ce qui nous arrive. Et le troisième niveau, étant encore une fois le spirituel, c'est la notion d'amour. On sait que 95 à 98% de nos mécanismes de réaction dans la vie, qui font qu'on va être bien ou pas bien, sont liés à nos schémas émotionnels. Le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait à partir de là? On va focaliser complètement tout sur nos fameux schémas émotionnels. C'est-à-dire qu'on va travailler en développement personnel, on va se faire accompagner en coaching, on va se faire accompagner en thérapie, etc. On va lire des livres, et on va en oublier complètement le parent pauvre de notre construction pyramidale qui est notre physiologie. Sauf qu'une pyramide, pour qu'elle soit stable, il faut que sa base elle soit équilibrée. Et cette base, c'est notre physiologie. Je vous prends un exemple pour que vous compreniez bien-être et performance. L'intestin grêle. Tout le monde connaît ce l'intestin grêle. Le fameux tuyau qu'on a dans le ventre qui fait 7 mètres de long, qui est long comme la salle, là, mais qu'on doit caser là-dedans. Forcément, pour caser là-dedans, il est tout comme ça. S'il n'était pas tout picaturé comme ça, les critères de beauté seraient très différents. Vous faites tous 8,50 m avec la taille fine comme ça. C'est un bonheur. Ou l'inverse, 1,20 m et 2 mètres de large. C'est le choix. Si on est comme on est aujourd'hui, c'est parce que notre intestin, il est tout comme ça. Sauf que notre intestin, c'est le fameux siège de nos émotions. Notre intestin, c'est le fameux second cerveau. Bonsoir. C'est notre intestin qui va déterminer nos taux de sérotonine. C'est lui qui va déterminer les échanges, la capacité qu'a notre corps à pouvoir absorber les nutriments, tous les nutriments nécessaires à notre fameuse performance, à notre bien-être. Si on passe son temps à maltraiter son intestin au travers de l'alimentation, au travers de la respiration, forcément, je vais avoir beaucoup de mal à être bien émotionnellement parlant. Pourquoi? Parce que mes taux de sérotonine, cette fameuse neurohormone, une des 4 neurohormones du bonheur, va commencer à dégringoler complètement. Mon microbiote intestinal va être complètement ravagé. À partir de là, je vais avoir des encrassements qui vont se mettre au niveau de l'intestin, les échanges ne vont plus se faire, et tous les nutriments nécessaires à mon équilibre somato-émotionnel, mais tous les nutriments nécessaires à mon équilibre ostéo-articulaire, musculo-tendineux, tous ces nutriments vont complètement s'écrouler, et je vais commencer à être en mal-être, et à partir de là, à ne plus pouvoir performer, ni d'un point de vue physique, ni d'un point de vue émotionnel. D'accord? Enfin, au niveau du mental, émotion vs mental. Donc, c'est très important d'en prendre conscience de cette notion pyramidale, parce que cette capacité, cette physiologie qui va déterminer cette fameuse capacité d'adaptation, elle est liée à nos 3 premiers besoins fondamentaux. Vous allez voir que c'est lié à nos 3 premiers besoins fondamentaux associés à un 4e vecteur qui est fondamental. Les 3 premiers besoins fondamentaux, c'est quoi? C'est tout simplement ce dont l'être humain a besoin pour vivre, à savoir respirer, s'hydrater et s'alimenter. Et quand je discute avec bon nombre de personnes, que je sois en séminaire ou en conférence ou podcast, la plupart des gens me disent « Non mais attends Sylvain, moi il n'y a pas de problème, je respire bien, ça fait 15 ans que je fais du yoga, de la méditation. Et j'ai appris à respirer avec le ventre. » Et je dis oui, mais il y a une grande différence entre savoir respirer et être programmé pour bien respirer. C'est la différence qu'il y a entre savoir et avoir conscience de. Il y a plein de gens, quand on va faire de la méditation, du chant, du yoga, etc., tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, de 17h à 18h30, ou du sax, peu importe, on va faire quoi? On va programmer ces voies neuronales, on va programmer notre cerveau à bien respirer tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, de 17h à 18h30, à bien respirer dans l'exercice de notre art. Et dès qu'on sort de cet exercice-là,
comme 95% de la population, on se remet à avoir une respiration dite paradoxale, c'est une respiration inversée. Et c'est flagrant. J'en ai eu l'exemple sur un salon, j'ai fait une conférence sur un salon du bien-être, enfin même pas salon du bien-être, salon du yoga à Chambéry. Et tous les ans, il y avait le salon du yoga à Chambéry. Il y avait 250 personnes dans l'amphithéâtre. La plupart étaient professeurs de yoga. Quand je leur ai fait faire un exercice, un test pour savoir s'ils savaient respirer, enfin du moins s'ils étaient programmés pour bien respirer, il y en avait 90% qui étaient en respiration dite paradoxale. Et c'est juste un process qui se met naturellement en place dans notre évolution entre 8 ans et 11 ans, tout simplement. Et dont on a beaucoup de mal à sortir. Respiration paradoxale, c'est quoi? C'est respiration inversée. C'est-à-dire quand je demande à quelqu'un d'inspirer, je prends un exemple comme ça au hasard, quelqu'un au hasard, tiens. Inspirez. Allez, tous les regards sur vous. Inspirez, allez-y. Soufflez. Parfait. Allez-y, inspirez. Avec le masque. Super. Les deux ont fait quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a du monde qui les regarde. Elles sont dans le collectif. Les deux, même si vous savez respirer avec le ventre, spontanément et instinctivement, vous avez fait quoi? Vous avez monté la cage thoracique. C'est-à-dire que vous avez respiré de façon paradoxale. Et ça, c'est une respiration paradoxale parce que la véritable respiration, elle est costale basse et abdominale. Vous demandez à un enfant de 3 ans d'inspirer, il fait ça. Vous demandez à un adulte de respirer, il fait ça. Pourquoi? Parce qu'entre 3 ans et 11 ans, même pas entre 3 ans, entre 6 ans et 11 ans, il s'est programmé pour respirer avec la cage thoracique au travers de l'éducation, du formatage, comme dirait Don Miguel Ruiz, de l'éducation que l'on a, du regard des autres. Pourquoi? Parce que quand on arrive à l'école et qu'on a 6 ans, on est confronté au regard des autres. Et dans l'inconscient collectif, il est ancré que pour être fort et pour être beau, qu'est-ce qu'il faut faire? Gonfler la cage thoracique et surtout et rentrer le ventre. Et donc, que vont faire les jeunes au fur et à mesure de leur éducation? Ils vont respirer, on le voit avec les militaires à l'armée, on le voit avec les gens qui arrivent l'été à la plage, hein. Petit bidou, petit t-shirt, et comme on enlève le t-shirt, comme par magie, le bidou. C'était une programmation qu'on a inconsciente quand on se lave la tête. Enfin, quand vous lavez la tête, parce que moi quand je me lave la tête, j'ai plus. Mais quand on a des cheveux et qu'on se lave la tête, quand on fait ça comme ça, on se lave la tête et qu'il y a le petit bidou qui tombe, instinctivement, qu'est-ce qu'on fait? Tac, on le rentre. Et c'est un réflexe conditionné, c'est une voie neuronale. Et ça va carrément modifier notre premier besoin fondamental qui fait que du coup, 95% des gens respirent à l'envers avec tous les impacts que ça peut avoir. Impact sur le foie, sur les toxines, impact, donc les toxines qui vont aller se localiser dans nos articulations, dans nos muscles, dans nos psoas, qui vont générer des lombalgies chroniques, etc. etc. Sur impact sur l'intestin grêle, qui va venir se fermer et ne plus jouer son rôle d'ouverture-fermeture, impact sur les corticosurrénales qui vont être stimulés et les taux de cortisol vont progressivement monter, etc. Et impact sur tout le système viscéral sous-diaphragmatique. Pourquoi? Tout simplement parce que ce système viscéral, il bouge sans arrêt. Et c'est le mouvement, c'est un principe très ostéopathique, c'est le mouvement qui crée la vascularisation. Et c'est la vascularisation qui crée la fonction. Et s'il n'y a plus de vascularisation, il n'y a plus de fonction. Et donc les organes commencent à partir en dysfonctionnement, donc avec un mal-être, et qui vont générer autant de perturbations pour pouvoir performer. Parce que quand quelqu'un arrive avec un dysfonctionnement au travail, par exemple, avec un dysfonctionnement intestinal, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tous ces taux de sérotonine, encore une fois, vont s'écrouler. Quand quelqu'un arrive au travail avec une hypercortisolémie, qui est liée à une surstimulation de ses corticosurrénales à cause d'une respiration paradoxale, qu'est-ce qui va se passer? Dès qu'on va lui dire un mot de travers, poum, ça va exploser, ça va partir au quart de taux, qui va beaucoup moins vite s'adapter que quelqu'un qui a des taux de cortisol très faibles. Pourquoi? Parce que dès qu'on va le mettre sous pression, qu'est-ce qui va sortir? Du jus d'orange. Du stress. Cortisol. Le cortisol, c'est quoi? C'est l'hormone du stress. Et donc, ben, si on met cette personne sous pression, il sort du stress, etc. Donc, la respiration, c'est le premier. Il y a plein de gens qui me disent, mais Sylvain, je suis hyper hydraté, ça fait 15 ans que je bois 1,5 litre d'eau par jour, donc je suis tout sauf déshydraté. Mais vous allez voir qu'on peut boire 1,5 litre d'eau par jour depuis même 30 ans et être en déshydratation majeure. Parce qu'on n'en a pas conscience, ça c'est dans nos mécanismes occidentaux où on nous dit que pour être hydraté, il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Mais l'eau que l'on boit, cette eau,
À 80%, elle fait quoi? Elle repart. Eh ouais, elle draine. Elle draine. Elle draine. Elle élimine les toxines. Seulement 20% sert à nous hydrater. 80% de notre hydratation ne vient pas de l'eau que l'on boit, elle vient de l'eau que l'on mange au travers de l'alimentation, au travers des productions locales, comme on parlait tout à l'heure. C'est ça qui amène 80% de notre hydratation. Le problème, c'est qu'on est dans une culture occidentale, industrialisée, où l'hydratation s'écroule complètement. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on est dans des process de distribution qui font que les aliments qui contiennent cette eau, c'est-à-dire les fruits et les légumes, ne sont plus en production directe, mais viennent de très loin, de trop loin maintenant, ce qui fait qu'ils perdent complètement leur hydratation. Ils perdent leur eau, ils perdent la capacité, ils perdent les nutriments, ils perdent tout. Et à partir de là, les gens se retrouvent en déshydratation. Et même quand ils en mangent, ben, ils en mangent en faisant des soupes qu'on fait cuire, 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 cuire. Le problème, c'est que ces fruits et ces légumes qui nous hydratent, pourquoi ils nous hydratent? Tout simplement parce qu'ils contiennent des fibres. Et ce qui permet à notre corps de retenir cet or bleu qui est l'eau, ce sont les fibres qu'il y a dans les aliments. Et à partir du moment où les aliments perdent leurs fibres, par la cuisson, par l'extraction, etc., il n'y a plus aucune hydratation. Donc, deux besoins déjà perturbés. Et le troisième, l'alimentation. Plein de gens me disent, mais Sylvain, moi je mange hyper équilibré. Pourquoi? Parce que je suis vegan, bio, végétarien. Et c'est génial, c'est super d'être bio, d'être végétarien. Sincèrement, je travaille, tout à l'heure je vous ai dit que je travaille pour des grands groupes, je travaille notamment pour, je ne citerai pas les noms, mais pour un des leaders français de la grande distribution en tant que consultant, et pour l'un des leaders mondiaux, on va dire, de l'agroalimentaire, dont je tairai le nom aussi. Donc j'ai les doubles visions avec ce que nous mettent l'agroalimentaire dans les assiettes sous la pression de la grande distribution. Il est de bon ton de faire un tant soit peu attention à ce qu'on mange, ça c'est clair. Mais vous avez plein de gens qui sont bio-végétariens, qui sont très sains dans leur alimentation, mais complètement déséquilibrés. Et ce déséquilibre alimentaire, c'est un petit peu comme une voiture. Regardez, imaginez une voiture performante, une Ferrari. Vous avez une Ferrari entre les mains, et dans votre Ferrari, vous mettez une bonne essence, une bonne huile, et vous changez bien les filtres à air régulièrement. Votre Ferrari, super bruit, elle marche super bien, ça deviendra même une Ferrari de collection. Elle va être bien, en pleine forme, et elle va performer, c'est-à-dire qu'elle va donner la pleine puissance de sa magnificence. Par contre, dans la Ferrari, je commence à lui mettre du samplon hyper dilué, hyper mélangé, voire du diesel. Je lui mets une huile premier prix supermarché et que j'achète à 7 francs les 2 litres. Et puis je lui change ses filtres à air tous les 2 ans. La même Ferrari, pourtant c'est la même, elle va commencer à faire des pannes. Et puis elle va commencer à, un jour, je vais démarrer, elle va faire tu. Et puis un jour, le moteur, il va être grillé, il va être mort. Il en est exactement de même avec nous. C'est-à-dire que nous, ces pannes, c'est quoi? Ce sont des contre-performances, ce sont des pathologies, c'est du mal-être, c'est du stress, c'est du burn-out, etc., etc. Sauf que on n'en a pas conscience. La seule différence qu'il y a entre une Ferrari et nous, c'est qu'une Ferrari, quand on a de l'argent, quand le moteur est mort, il nous suffit de soit de changer de Ferrari, soit de changer de moteur. Nous, avec notre moteur, une fois qu'il est grillé, quel que soit notre niveau social. On est tous égaux devant l'Éternel. Donc on a vraiment intérêt à prendre conscience que ces 3 besoins fondamentaux, c'est eux qui vont déterminer notre capacité. Et quand on parle d'alimentation, on parle de choses assez particulières, d'hydratation, de toxines, d'équilibre acido-basique, des choses, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de tout ça. Si ce n'est pas le cas, je vous donnerai accès à des liens pour que vous puissiez aller voir tout ça, parce que c'est absolument fascinant quand on commence à s'intéresser à l'impact. Ce sont des domaines sur lesquels j'interviens, par exemple, énormément en entreprise, sur la performance des managers et la performance des collaborateurs. On n'a pas conscience que ces clés-là peuvent radicalement changer. Je prends un exemple d'une structure qui est en fait la filiale eau de cette grande boîte d'agroalimentaire que je ne citerai pas, dans le sud de la France, à Vergès, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ne pas la citer. Ça fait 15 ans que j'interviens chez eux. Leur turnover et leur taux d'absentéisme lié à la maladie a diminué de à peu près 30%.
rien qu'en travaillant là-dessus. C'est absolument... on n'a pas idée de l'impact que ça a sur la performance, sur le bien-être et sur la performance des collaborateurs et des personnes. C'est ce qui fait qu'on est bien ou au contraire qu'on n'est pas bien. Ce que je vous disais, 95% de la population ont les 3 premiers besoins fondamentaux perturbés et n'en ont même pas conscience. Il y a autre chose qui vient impacter tout ça, c'est notre posture. S'il y a bien un domaine dans lequel on travaille dans le domaine du sport, pour performer à la fois le bien-être et les résultats sportifs, c'est la posture physiologique. La posture, c'est un des bras de levier les plus importants qui soit dans la gestion de nos émotions. Mais c'est aussi, en posturologie, un des bras de levier les plus importants dans la compréhension de la posture de nos schémas lésionnels, c'est-à-dire de ce qu'on appelle, nous autres ostéopathes, la lésion primaire. Ce qui fait que les gens se mettent systématiquement. Vous savez, vous allez chez l'ostéopathe. Il y en a parmi vous qui sont déjà allés chez l'ostéopathe? Levez la main. Voilà, il y en a pas mal quand même. Ouais. C'est ce qui fait, cette lésion primaire, qu'on se met en lésion, l'ostéopathe nous corrige, ça va mieux. 6 mois après, on retourne le voir et on est dans la même lésion. On a la même torsion du sacrum, on a la même torsion iliaque, on a la même vertèbre qui est partie en rotation du même côté. Et il nous remet, il nous rééquilibre, on repart. 6 mois après, 1 an après, on revient, etc. Et on passe sa vie comme ça, en boucle. Ça, c'est cette fameuse lésion primaire. Et ce qui permet de déterminer, de trouver cette lésion primaire, c'est cette fameuse étude de la posture, la posturologie. C'est un outil absolument extraordinaire qui est très utilisé par les ostéopathes, par les neurologues, par les ophtalmos, par les dentistes qui travaillent en occluso-Nancy, etc. Donc c'est vraiment la posture, quelque chose qui est absolument fondamental. Mais là, dont je voudrais parler, c'est cette posture dans la vision et dans l'aspect, on va dire, des schémas émotionnels qui vont faire que on va performer ou pas performer, ce qui va faire qu'on va être bien ou qu'on ne va pas être bien dans sa vie de tous les jours. Une chose qui doit être claire et que tout le monde doit comprendre, et que je passe mon temps à essayer d'expliquer en entreprise, c'est qu'on ne peut pas être bien en dehors et pas bien dans l'entreprise. Quand on est bien, quand on est physiologiquement et neuro-émotionnellement, d'un point de vue neurosciences, etc., bien, d'un point de vue des neurohormones, équilibrés, etc., on est bien tout le temps. Mais on n'est pas bien là et bien le reste du temps. C'est comme on ne peut pas dire moi je suis jamais stressé, c'est lui qui me stresse. Non, c'est lui n'est que le facteur déclencheur. Je sais que pour certains ça peut être dur à entendre parce qu'on a tendance, et on est dans cette culture en tant qu'humain, hein, dans cette fameuse culture de la déresponsabilisation, c'est-à-dire que quand les choses ne vont pas bien dans notre vie, quand tout va bien, on en prend volontiers les bénéfices. Hein. C'est-à-dire que ça fait 7 ans que j'ai pas eu l'accident de voiture, c'est parce que je suis un super conducteur. Par contre, hier, je suis rentré dans le cul de la voiture devant moi, c'est parce que l'autre abruti devant moi, il a freiné, il a pillé. C'est pas moi, c'est lui qui a pillé. C'est-à-dire qu'on va systématiquement, tout le temps, remettre la responsabilité, on a tendance à le faire, si on n'y prête pas attention, sur ce qui nous entoure. Et il en est exactement de même par rapport au bien-être et au mal-être, notamment dans le domaine de l'entreprise. C'est-à-dire quand ça ne va pas, on jette la faute sur. Rappelez-vous toujours, c'est cette capacité d'adaptation qui fait que la vision que l'on a de ce qui nous arrive peut être radicalement différente. On peut vivre les mêmes contraintes. Je prends un exemple. On en sort d'un magnifique, là, pendant 2 ans. Il y a eu une contrainte énorme, contrainte émotionnelle, contrainte sociétale, environnementale. On ne l'a pas tous vécu de la même façon. Il y en a qui étaient dans la peur, d'autres qui n'étaient pas dans la peur, il y en a qui étaient dans la colère, d'autres qui n'étaient pas dans la colère, etc., etc. Ce qui a fait ces variations dans ces relations à ce qui s'est passé, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est comment on est intrinsèquement construit, c'est-à-dire ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et la posture intervient énormément. Si je vous disais que si vous êtes par exemple sur des postures fermées, l'estime de soi, mais ça vous connaissez, est-ce qu'il y en a qui connaissent les travaux d'Amy Cuddy? Comment? Posture ouverte, posture fermée. Amy Cuddy est une psychologue américaine qui, notamment à Harvard, a fait des études sur la posture, et c'est le TEDx, je crois que c'est le second TEDx le plus vu
au monde, avec 32 millions de vues ou 36 millions maintenant, elle est dépassée, sur les postures ouvertes et les postures fermées. Si je vous disais que quand vous êtes sur des postures, sur des postures, je vais trop vite. Quand vous êtes sur des postures ouvertes, la confiance, donc posture ouverte, c'est ça. La confiance en soi augmente de 26%. Le taux de testostérone que l'on a, donc là j'ai marqué monte de 10 à 20%, en fait non, il monte de 20%. Et surtout, et pour moi c'est plus important, moi qui m'intéresse aux neurosciences et notamment à la liaison qui est entre le lien cortisol, dopamine, ocytocine, sérotonine, etc., toutes ces neurohormones, cortisol qui est notre meilleur ennemi, on va dire. Notre meilleur ennemi parce que c'est grâce à lui qu'on est encore en vie aujourd'hui. Ce qui fait que nos ancêtres, il y a 30 000 ans en arrière, ne sont pas morts, c'est grâce à lui. Parce que c'est lui qui fait monter la glycémie, c'est lui, quand il y a des bêtes qui attaquent avec des grandes dents comme ça, qui nous permet de pouvoir courir dans la brousse pour pouvoir grimper à l'arbre. S'il n'y avait pas eu le cortisol, ils étaient tous morts. Et donc on ne serait pas là aujourd'hui. Par contre, c'est notre meilleur ennemi, pourquoi? Parce qu'avant, il y a 30 000 ans en arrière, on n'avait que des pushs de cortisol. Et puis dès qu'on avait un push, regardez une biche, une antilope, elle se fait courser par un lion, elle va galoper. Puis une fois que la lionne, enfin pas le lion, la lionne, parce que le lion il dort, une fois que la lionne est repartie parce que trop fatigante pour elle, immédiatement la biche, pouf, elle s'arrête et elle se remet à brouter. Pourquoi? Parce que son taux de cortisol, blam, il redescend immédiatement. Les mammifères le font très bien. Le problème, c'est que nous, en tant que mammifères, on ne le fait plus du tout. Pourquoi? Parce que nous, nos taux de cortisol, ils sont tout le temps attaqués au travers de l'alimentation, au travers de la respiration, au travers des émotions, etc. Donc c'est pour ça que je dis que c'est notre meilleur ennemi. Quand on est sur des postures ouvertes, les taux de cortisol, ils baissent de 25%. Quand on sait que c'est l'hormone du stress, que c'est le cortisol qui va générer le stress cellulaire, que le cortisol est responsable, et dixit professeur Émile Beaulieu, est responsable de 95% des cancers et des infarctus actuellement diagnostiqués à travers toute la planète, c'est lui. Quand on sait que ça fait baisser de 25%, on comprend qu'on a tout intérêt à être dans des postures ouvertes. Le problème, c'est que dans le milieu entrepreneurial, notamment, on passe son temps, la plupart du temps, en posture fermée. C'est-à-dire qu'on passe son temps au bureau à être refermé. Résultat, les taux de cortisol montent. D'où l'importance de varier les postes de travail, d'où l'importance des postes non dédiés, d'où l'importance du walking desk, etc., qui modifie la posture et qui modifie les taux de cortisol. Quand on est sur une posture fermée, c'est l'inverse. La confiance en soi, elle baisse de 26%. Les taux de testostérone baissent de 10%. Et le cortisol monte, lui, de 15%. Ce qui fait entre une posture ouverte et une posture fermée un différentiel d'environ 40%, ce qui est colossal. Et une des principales neurohormones responsables de notre mal-être et de notre contre-performance, c'est le cortisol. Alors on en a besoin pour performer, c'est paradoxal. On en a besoin pour performer parce que c'est lui qui va nous permettre de monter cette glycémie, qui nous permet de performer physiquement. Mais émotionnellement, c'est absolument l'inverse. C'est lui qui va générer du stress, c'est lui qui va générer stress cellulaire, stress émotionnel, etc. C'est lui qui va générer les pathologies, le vieillissement cellulaire, l'augmentation des cancers, des infarctus, des tendinites, des TMS, etc. Et pourtant, il est sans arrêt au taquet au travers de nos postures. C'est pour ça que dans votre bien-être quotidien, petit conseil que je vous donne, prenez, petit entre guillemets, énorme conseil que je vous donne, c'est prenez l'habitude dans votre quotidien, notamment quand vous travaillez ou même quand vous êtes chez vous, systématiquement, plusieurs fois dans la journée, de vous accorder 2 minutes pour vous remettre 2 minutes en posture ouverte. 2 minutes en posture ouverte suffisent pour varier de 40% nos sécrétions de cortisol. Juste 2 minutes. C'est ce qui a été démontré par Amy Cuddy. Donc, on voit le lien qu'il y a entre ce bien-être, au travers de ces besoins fondamentaux, au travers de cette posture, le lien direct qu'il y a entre notre mieux-être, notre bien-être, à la fois physiologique, émotionnel, donc neurophysiologique, et notre performance. Parce que si on n'est pas bien dans sa tête,
si on n'est pas bien physiologiquement, je veux dire, si on n'est pas bien dans sa posture, on ne peut pas être bien émotionnellement. Le deuxième niveau de notre construction pyramidale. Si on a une pyramide qui est bancale, comment voulez-vous émotionnellement pouvoir gérer? C'est très compliqué de pouvoir gérer. Et c'est ce qui fait que les gens décompensent derrière et que le mal-être apparaît. Et dans cette construction émotionnelle, permettez, je bois un petit peu parce que j'ai là. C'est en modération, je ne sais pas où j'en suis dans le temps. Tu me diras. Bien. Le footing encore. Ah, moi, je peux en parler. Tu me demandes à moi combien il me faut pour parler de ma passion, je peux en parler pendant 3 heures. Si alors, on prend 2 minutes. Alors, encore une dizaine de minutes ouais, pour permettre okay. des questions. Bien sûr. Dans la gestion de nos émotions, pour pouvoir gérer le schéma émotionnel, pour amener plus de bien-être, pour appeler plus de, on va dire, de mieux-être, qui vont nous permettre de pouvoir, sachant que, de pouvoir aller vers plus de performance, pourquoi? Parce que s'il y a un lien et si ça permet d'équilibrer ça, de la même façon, le lien est dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que notre physiologie impacte nos schémas émotionnels, mais nos schémas émotionnels impactent notre physiologie. C'est une phrase que j'avais tout à l'heure quand je vous ai dit, il n'y a rien, c'est un principe très ostéopathique, il n'y a rien, et ça va se faire par un seul biais, je vais en parler tout de suite, comme ça c'est fait, le système, ce qu'on appelle le système membraneux. Vous connaissez le système membraneux? Il y en a qui ont déjà entendu parler du système membraneux? Non? Vous allez apprendre quelque chose ce soir d'absolument extraordinaire qui ouvre le champ des possibles. Vous avez déjà pris un poulet cru? Oui. Ok, quand on prend un poulet cru, qu'on enlève la peau, qu'est-ce qu'il y a? Une espèce de membrane translucide. Vous l'avez déjà vu cette membrane? Cette membrane qu'on n'arrive pas à étirer, on est obligé de la couper parce qu'elle est quasiment incassable. Cette membrane, c'est ce qu'on appelle un fascia, une aponévrose, système membraneux. Notre corps est tapissé de ça. Pourquoi? J'ai encore pour 10 minutes. C'est bon, 10 minutes? Okay. Notre corps est tapissé de ça. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une expansion d'une de nos méninges. Dans notre développement embryologique, on a des méninges, notamment on a 3 méninges. Ça s'appelle la pimère, l'arachnoïde et la durmère. C'est la plus profonde, celle qui vient tapisser le système nerveux central, c'est la pimère. Puis entre les deux, il y a l'arachnoïde qui vient suspendre. C'est tout le système de protection de notre système nerveux central. Et à l'extérieur, qui vient s'accrocher sur le système osseux, c'est la durmère. Et dans le développement embryologique d'un être humain, il y a ce qu'on appelle une expansion durmérienne au niveau du développement embryologique. C'est-à-dire que cette membrane durmérienne qui tapisse normalement l'encéphale, le système nerveux central, vient dégouliner, on va dire, on peut utiliser le terme comme ça, au travers de la base du crâne, par des orifices bien particuliers, et vient donc tapisser tout ce qui est en dessous. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'image, c'est comme si vous preniez une bougie, vous la faisiez fondre, et elle vient couler, et elle vient envelopper tout ce qu'il y a en dessous de la bougie. C'est exactement ce que fait notre système membraneux, notre membrane durmérienne, il vient tapisser, ça va dégouliner, ça va envelopper les poumons, ça fait la plèvre, c'est un fascia. Ça vient envelopper le système cardiaque, ça fait le péricarde, c'est un fascia. Ça vient descendre, ça vient envelopper tous les viscères, ça fait le... Comment? Diaphragme? Non. Non. Comment? Le péritoine. Tout ce qui enveloppe le système digestif. Puis ça vient envelopper chacun des organes individuellement. Et puis quand ça enveloppe 2 organes, un foie, un estomac, quand ça vient s'accoler comme ça crée un tendon. Tous les tendons sont des expansions aponeurotiques, membraneuses, de cette membrane durmérienne. Et puis ça vient envelopper tous les muscles, et tous les muscles viennent se réunir ensuite pour former des tendons, des accolements. Et les tendons sont des aponevroses. Et toutes ces aponevroses, superficielles, moyennes, profondes, sont des expansions crâniennes. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont ces aponevroses dans notre corps. Donc pour faire le lien entre ça et ça, pour que vous compreniez bien, ce sont tous ces systèmes aponevrotiques de notre corps qui viennent au travers des liquides, des systèmes liquidiens, notamment de cette eau qui nous habite, qui viennent être à l'origine de tous les flux électriques de notre corps, des modifications. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de posture. Il faut savoir qu'entre une posture fermée et une posture ouverte, si on fait passer un électrocardiogramme, un électroencéphalogramme ou un électromyogramme à quelqu'un, il y a des modifications totales en posture ouverte ou en posture fermée. Pourquoi? Parce que les champs neuroélectriques sont complètement perturbés.
au travers de ce système membraneux. Et c'est ce système membraneux qui vient déclencher ces ondes électriques qui vont se transmettre ensuite au travers de notre système neurovégétatif, c'est-à-dire tout le système nerveux indépendant de notre volonté, orthosympathique, parasympathique, l'accélérateur et le frein de notre organisme. Ce sont ces flux liquidiens qui viennent déclencher des ondes électriques qui ensuite vont se transmettre par ce système neurovégétatif à notre système nerveux central et être à l'origine de nos émotions. Et donc, en fonction de la posture, en fonction de ces flux liquidiens, en fonction de la physiologie, vous modifiez vos émotions ou pas. Mais de la même façon, en fonction de vos émotions, vous modifiez la physiologie. C'est tout ce qu'on appelle le sens de la maladie, toute la médecine du sens, la psychobiologie. C'est-à-dire que quand on a, c'est ce qu'on appelle les conflits émotionnels. Je prends un exemple pour que vous compreniez. Très simple. Bien-être et performance. Mal-être et émotionnel et physiologique. Est-ce que vous savez quel est le conflit émotionnel, par exemple, d'une tendinite? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà eu des tendinites? Ok. Souvent, quand on a des tendinites ou des pathologies, on nous dit que c'est le facteur déclencheur qui déclenche. La répétition d'un geste. Je joue au tennis, je fais une tendinite. Je suis caissière, je fais ça, j'ai une tendinite. Sauf que pour déclencher une pathologie, en fait, ce qu'il faut savoir, pour faire le lien entre l'esprit et le corps, il faut savoir qu'il faut qu'il y ait un facteur déclencheur. Mais le facteur déclencheur ne suffit pas. Il faut qu'il y ait aussi un terrain qui s'y prête, c'est-à-dire un terrain d'acidose, de déshydratation, etc. Mais il y a une chose fondamentale qui doit être présente, c'est le conflit émotionnel derrière. S'il n'y a pas un conflit émotionnel qui va avec, la pathologie ne se met pas en place. Et le conflit émotionnel de la tendinite, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? C'est la colère. C'est le foie. Et si quelqu'un n'a pas de colère, il peut répéter le geste tant qu'il veut. Il peut répéter, 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 répéter. Il ne fera jamais de tendinite. Et quand je parle avec des patients et je parle de cette colère, les gens me disent, moi de la colère, mais pas du tout. J'en ai absolument pas de la colère. Et je dis, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que si cette colère, elle était consciente, la personne ne ferait plus de tendinite. Si la personne fait des tendinites, c'est que cette colère a basculé dans l'inconscience. C'est-à-dire que la personne n'en a même pas conscience. Et son corps n'a pas d'autre moyen que de passer au travers de la physiologie pour exprimer son déséquilibre émotionnel. Donc il y a un lien physiologie-émotion, mais il y a un lien aussi émotion-physiologie. Et c'est ces deux qui vont toujours ensemble. C'est pour ça que vous devez comprendre que il ne peut pas y avoir de performance sans avoir de bien-être. Et quand je parle de bien-être, quand je parle de performance, ce n'est pas performance sportive, ce n'est pas performance professionnelle, c'est performance de vie, tout simplement. Et quand je parle de bien-être, ce n'est pas bien-être physique, c'est bien-être global, émotionnel, physiologique, neurophysiologique. Parce que tout est, comme tout est interconnecté dans notre corps, qu'il n'y a pas une chose, de par ce système membraneux, qui n'a pas un impact sur tout le reste du corps, il en est exactement dans l'univers. Il n'y a pas une chose dans l'univers qui n'ait pas un impact sur tout ce qu'il y a. C'est ce dont on parlait tout à l'heure, sur les champs vibratoires. Et le corps est un merveilleux outil de transmission vibratoire. Pourquoi? Parce que nous sommes composés à 70%, 70% d'eau physiologique. Mais nous sommes, et ça, c'est la grande découverte de cette dernière décennie, nous sommes composés à 99% d'eau moléculaire multifaciale, avec une des triples liaisons hydrogénées. Vous savez que l'eau, c'est H2O, sauf qu'ils ont découvert qu'il y avait une eau qui était moléculaire et qui était sur une liaison H3O2, qui permet la transmission de l'information, la transmission de la vibration, la transmission de la connaissance, la transmission de l'information, et ce qui explique, ces travaux sur l'eau, explique pourquoi maintenant on comprend mieux pourquoi l'homéopathie fonctionne, etc. Donc, on doit vraiment faire le lien entre tout ça. Et je ne vous parlerai même pas dans ce bien-être émotionnel d'une chose absolument fondamentale dont je me suis rendu compte, notamment en intervenant en entreprise, c'est la notion de la méconnaissance pour la plupart des gens de leur propre système de valeurs. Une des raisons principales de notre mal-être émotionnel qui vient impacter notre performance, c'est le non-respect inconscient de nos propres systèmes de valeurs. Quand je fais des interventions en entreprise, je demande aux gens de noter tout simplement 10 valeurs qui les correspondent. Les 3-4 premières, ils les trouvent très facilement.
Et puis à partir de 3, 4, 5, là, ils commencent à caler. Et si je ne leur donne pas un support avec une liste non exhaustive de valeurs, ils ne trouvent pas. Et le problème, c'est que quand on est dans ces activités, dans ces faits, dans ces actes, dans ces paroles au quotidien, dans des moments de notre vie où on est dans le non-respect de nos propres systèmes de valeurs sans même en avoir conscience, inéluctablement, l'estime de soi, de la même façon, voilà, dégringole complètement, le mal-être monte et la contre-performance derrière arrive. Et on se met pas bien et on ne sait pas pourquoi. Et quand il y a des gens qui contre-performent, on dit mais pourquoi tu as contre-performé aujourd'hui? Pourquoi tu n'es pas bien? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et les gens vous répondent, je ne sais pas. Ça ira mieux demain. Et en fait, c'est juste des valeurs qui ont été touchées parce que les gens sont dans cette méconnaissance. Donc vous devez vraiment comprendre dans cette gestion performance bien-être le lien fondamental qu'il y a entre la physiologie et nos schémas neuro-émotionnels.